Madame, Monsieur, bienvenue. Jacques Aristide pour vous présenter Washington Forum. Cette semaine, nous nous penchons sur la guerre qui fait rage dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23, soutenus par des troupes rwandaises, contrôlaient mercredi la quasi-totalité de Goma, capitale du Nord Kivu, après de violents et meurtriers combats avec les forces armées congolaises. Les affrontements ont déjà entraîné la mort de civils, de même que le déplacement de centaines de milliers d'habitants. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne à ce qu'il appelle le mépris éhonté de la souveraineté de la RDC. Les tensions entre Kinshasa et Kigali ont-elles atteint un niveau critique qui peut arrêter l'escalade? Le tournant dans ce conflit menace-t-il la stabilité de toute la région des Grands Lacs? Quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités. Mille fois merci de votre fidélité à VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Les États-Unis sont profondément troublés par l'escalade du conflit en cours dans l'Est congolais, en particulier par la chute de Goma aux mains du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a indiqué le département d'État dans un communiqué mercredi, au lendemain d'un entretien téléphonique entre le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et le président rwandais, Paul Kagame. Washington exhorte à un cessez-le-feu immédiat dans la région et à ce que toutes les parties respectent l'intégrité territoriale souveraine de la RD Congo. Le point avec Mohamedou Mfa. Des corps qui gisent au sol, des cartouches sur la chaussée, une Jeep des forces congolaises abandonnée sur un trottoir près de ce qui était leur QG régional, les signes des violents combats qui ont opposé les FARDC aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, restent visibles à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. On nous signale des viols commis par des combattants, des pillages de biens, notamment d'un entrepôt humanitaire et des attaques contre des installations humanitaires et sanitaires. Les hôpitaux de Goma seraient débordés, luttant pour gérer l'afflux de blessés. Peu avant minuit mercredi, le président congolais Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation dans une allocution retransmise à la télévision nationale, reconnaissant une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'Est. Il a dit vouloir rassurer les Congolais tout en promettant une riposte vigoureuse. Le monde ne peut plus observer cette tragédie sans rien faire, a plaidé la ministre congolaise des Affaires étrangères au Conseil de sécurité de l'ONU. Il est temps maintenant pour le Conseil de sécurité d'agir. Des millions de personnes ont été déplacées, des milliers de personnes sont piégées dans la ville, assiégée de Goma, avec un accès restreint à la nourriture, l'eau, l'électricité, la sécurité. Des vies innombrables ont été perdues, ça suffit. Selon l'ONU, plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées depuis début janvier par les combats. Les affrontements à Goma ont aussi fait plus de 100 morts et près d'un millier de blessés ces 3 derniers jours selon les hôpitaux. La pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise. À l'ONU, les États-Unis ont condamné l'offensive du Rwanda et du M23, prévenant que Washington utiliserait tous les outils à sa disposition contre ceux qui alimentent le conflit. Les États-Unis envisageront tous les outils à leur disposition pour que les responsables de la poursuite du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC soient tenus pour responsables. Lundi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi, condamnant l'assaut sur Goma. Le président rwandais Paul Kagame a salué mercredi une conversation productive avec le chef de la diplomatie américaine sur la nécessité d'assurer un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et de s'attaquer aux causes profondes du conflit. Kinshasa accuse Kigali de vouloir piller les nombreuses richesses naturelles de la région, alors que le Rwanda, qui dément, dénonce la présence côté congolais de groupes hostiles. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Dr Boyana Coulibaly, analyste du discours sur les conflits en Afrique. Elle nous rejoint via Skype de la ville américaine de Boston. Depuis la Belgique, Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Il est l'un des rédacteurs de l'actuelle constitution de la RD Congo, son pays d'origine.
Et au téléphone de New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de 3 présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a beaucoup travaillé dans la région des Grands Lacs. Bob Kabamba, l'entrée du M23 dans Goma, comment en est-on arrivé là? Alors, il faut bien se rendre compte de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il est impératif d'abord de comprendre que pour le gouvernement de Kinshasa, il était important que Goma soit le verrou qui allait permettre à ce que le Kinshasa soit en mesure de mettre fin à ce conflit. Kinshasa a mis beaucoup de moyens à Goma avec ses militaires, avec la MONUSCO, avec les troupes de la SADC, avec les militaires burundais, avec les Wazalendo, avec les mercenaires et aussi avec d'autres groupes armés comme les FDLR, vraiment dans le sens de pouvoir constituer une coalition qui va être en mesure non seulement de défendre Goma, mais aussi de mettre en échec toute la politique de rebelles appuyés par le Rwanda. Et alors, par rapport à cette situation, pour les rebelles aussi, avec le Rwanda, il était important de pouvoir porter un coup majeur en s'accaparant de Goma, ce qui aura comme conséquence, d'une part, permettre d'affaiblir sécuritairement le régime de Kinshasa et d'autre part, au niveau politique, de pouvoir affaiblir le pouvoir de Kinshasa politiquement et aussi au niveau international, puisque vous vous souvenez que l'international demandait à chaque fois au président Tshisekedi de pouvoir négocier, c'est que celui-ci refusait et qu'il voulait absolument avoir la solution militaire. Et donc, la conséquence donc, de la chute de Goma constitue, de mon point de vue, un tournant assez majeur dans le cadre de la perpétuation de ce conflit. Oui. Ce nouveau séisme survient dans une région congolaise déjà meurtrie par 30 années de guerre. Boyana Coulibaly, qu'est-ce qui explique la persistance de l'instabilité dans l'est de la RDC? Nous avons eu, comme vous le savez, une trentaine d'années de conflit comme une conséquence tout d'abord de l'instabilité qu'il y a eu au Rwanda, qui a donc débouché sur le génocide des Tutsis, où les anciens génocidaires se sont exilés ou se sont enfuis à l'est de la RDC et sont restés dans cette région où ils ont continué à commettre des crimes contre les populations locales, à savoir les Banyarwanda, les Tutsis congolais, mais aussi en lien avec d'autres groupes armés dans le sud Kivu, où on s'attaquait principalement aux Banyamulenge, qui sont aussi une population de Tutsis congolais, donc qui partagent la même langue, le Kinyarwanda, que ceux du nord Kivu. Aussi les Tutsis du Rwanda qui ont été donc ciblés pendant le génocide des Tutsis. Cette instabilité s'est donc perpétuée pendant 30 ans. L'idéologie du génocide qui a été importée par les anciens génocidaires, les Interahamwe, qui sont donc devenus ensuite les FDLR, a été vraiment mise en place dans cette région et a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu un certain nombre de rébellions qui ont pris naissance pour essayer de faire face à ces attaques constantes. Et le M23 est la dernière version de cette rébellion qui aujourd'hui, au départ, donc cherche surtout à protéger cette population qui est ciblée par cette insécurité, mais aussi à mettre en place un système de gouvernance qui permet de mettre justement en place une sécurité, un système qui fonctionne et qui combat par exemple la corruption, mais surtout qui neutralise cette force génocidaire, les FDLR, qui aujourd'hui ont été intégrés officiellement dans l'État, dans le gouvernement de Kinshasa. Mardi à Kinshasa, des manifestants ont attaqué les ambassades du Rwanda, d'Ouganda, du Kenya, de France, de Belgique et des États-Unis. Ils accusent le Rwanda et l'Ouganda de soutenir activement le M23 et les autres pays d'inaction diplomatique. Jean-Victor Nkolo, pourquoi ce sentiment de frustration envers la communauté internationale? Cette colère populaire de Congolais est-elle légitime au regard de la situation dans le Nord Kivu? Il est très difficile de légitimer les actes de violence. Cependant, on doit dire que l'homme de la rue réfléchit avec ce qu'il voit, avec ce qu'il comprend.
J'ai, moi, sillonné cette région du Congo il y a un peu plus de 30 ans. J'ai travaillé des deux côtés de la frontière, du côté de Gisenyi au Rwanda ou du côté de Goma en RDC, ce qui était alors le Zaïre. Il y a plus de 31 ans et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Ce qui a changé en réalité, c'est l'ampleur du conflit. C'est la gravité et la complexité des malentendus de part et d'autre. Et les pays africains devraient faire très attention, parce que si la rue s'empare de cette question, cela peut avoir des conséquences très néfastes. Je dis faire très attention parce que c'est déjà au Congo, sur le territoire congolais, que l'on a connu ce qu'on peut appeler une sorte de guerre mondiale africaine. Les combats les plus violents, c'était il y a quelques années entre l'Ouganda et le Rwanda, en plein Congo, c'était à Kisangani. Donc il faut se souvenir que si ce feu qui brûle dans des villages lointains n'est pas éteint, il n'y a pas de pays de la sous-région qui sera préservé ou qui sera protégé de cette chose qui est en train de s'aggraver. Le Congo est un pays vaste, un pays immense, la taille de l'Europe occidentale pratiquement, avec une multiplicité de frontières, avec tant de pays, et il faudrait véritablement comprendre que si on laisse que la situation s'effrite et s'aggrave davantage, les conséquences peuvent être terribles, y compris pour les pays qui aujourd'hui pensent qu'ils sont en position de force. Parce que généralement dans l'histoire, le vent tourne, les choses se gâtent, les choses se complexifient. Comme on dit en anglais, no condition is permanent. Alors, le peuple dans la rue, le peuple de Kinshasa et le peuple d'ailleurs, comprend des choses comme ils les entendent. Et c'est vrai que face à ce qu'on peut appeler l'hypocrisie occidentale, encore qu'on a vu que récemment au Conseil de sécurité, le nouveau gouvernement du président Trump a parlé avec plus de clarté qu'auparavant. On n'avait jamais entendu une telle clarté des propos. Et donc, il faut que la communauté internationale, et en premier lieu l'Afrique, prennent leurs responsabilités pour éteindre ce feu le plus vite, car ce seront tous les villages du voisinage qui risquent d'être embrasés. Professeur Kabamba, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le gouvernement congolais a-t-il sous-estimé la menace du M23 et du Rwanda? Quelles erreurs stratégiques ont pu être commises? En 2 mots, si vous pouvez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire, grosso modo, c'est qu'il est lié à la structure du gouvernement congolais, du pouvoir congolais, et qui, dans le cadre de sa consolidation, de la consolidation du régime de Tshisekedi, a pensé en optant pour l'option militaire, cela lui permettra d'avoir une victoire militaire, et la victoire militaire va le consolider dans son pouvoir, et aussi en ayant déjà l'objectif qu'il appelle l'objectif 2028, ce qui allait lui permettre, entre guillemets, de changer la Constitution et de pouvoir se pérenniser au pouvoir. En optant sur cette stratégie, cela lui donnait un atout considérable dans le cas de l'opinion publique congolaise de pouvoir changer cette constitution sans beaucoup de difficultés. Malheureusement, cette stratégie s'est avérée malencontreuse et avec les conséquences que nous avons, c'est que c'est plutôt véritablement un problème politique majeur qu'il doit assumer, mais aussi un problème sécuritaire grave, puisque au sein de l'armée, ne sont pas du tout maintenant d'accord avec les différentes options qui sont définies au niveau de la présidence, et cela s'est créé des distensions de manière claire entre, d'une part, certains commandements militaires et d'autre part, la présidence de la République. Oui. Boyana Coulibaly, quelles sont les motivations profondes du soutien présumé du Rwanda au M23 et comment Kigali justifie-t-il sa présence militaire en RDC? Je sais, vous en avez fait un petit peu état tout à l'heure. Donc brièvement, si vous pouvez. Oui, absolument. Selon moi, parce que j'ai été dans la région plusieurs fois, dans les zones libérées, je n'ai pas vu de Rwandais sur place, je n'ai vu que des Congolais. Donc, je n'ai pas de preuves tangibles. Les preuves qui sont fournies ont été fournies pas sur place, mais par des personnes qui ont fait usage de satellites qui, on le sait, ne sont pas aussi fiables que cela. Néanmoins, cela étant dit, je pense que le Rwanda a toutes les raisons et justifications de s'impliquer dans ce conflit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les FDLR, comme je le disais, sont là-bas depuis 30 ans. Ils n'ont pas seulement été réintégrés dans le gouvernement actuel, mais ce même gouvernement a lancé des menaces de mort au président Kagame plusieurs fois. Il y a ensuite il y a une distance très très courte entre, dans ce cas-ci, donc la région du Rubavu, Gisenyi et Goma, où les attaques ont été nombreuses par les FDLR
déjà depuis 2021, mais aussi un gouvernement qui menace directement un président, donc en l'occurrence le président Kagame. Il y a ici des justifications pour avoir au moins ce qu'ils appellent le système préventif ou les mesures préventives de défense. De plus, les Tutsis congolais qui sont donc persécutés et tués par les FDLR, mais aussi par les autres groupes armés qui ont été intégrés dans le gouvernement congolais actuellement, partagent un peu l'ADN culturel du président Kagame, mais aussi de ceux qui ont été persécutés à l'époque, donc pendant le génocide des Tutsis. Il serait donc inconcevable que Kagame ne se dise pas que ces gens-là qui sont dans un risque d'extermination, qu'il les laisse se faire exterminer juste à sa frontière. Juste pour finir, je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle dans le droit international la poursuite transfrontalière, c'est-à-dire que pour revenir sur la question des FDLR qui sont toujours là, qui n'ont pas été neutralisés, c'est tout à fait normal que le Rwanda cherche à poursuivre ces gens-là de l'autre côté de la frontière. Nous savons toutefois que Kinshasa accuse Kigali de vouloir piller les nombreuses richesses naturelles de la région. Le Rwanda dément bien évidemment et condamne selon lui la présence côté congolais de groupes hostiles, comme vous venez de le dire, Boyana Coulibaly. Mais des observateurs sont d'avis que la résurgence du M23 en 2021 a également été en partie causée par une rivalité entre le Rwanda et l'Ouganda autour des ressources de la région. Jean-Victor Nkolo, un mot sur cet aspect de ressources naturelles, mais aussi le soutien international, notamment de la MONUSCO et de la Force régionale d'Afrique australe. Est-il suffisant et efficace? Rapidement, si vous pouvez. Très rapidement, je voudrais d'abord dire à ma sœur Boyana, avec tout le respect que je lui dois, c'est une très grande spécialiste, que l'implication du Rwanda ne fait plus aucun doute. Ne soyons pas naïfs. Vous n'avez qu'à lire les rapports du Conseil de sécurité, photos et documents à l'appui. La question ne se pose même plus. Je ne pense même pas que les Rwandais eux-mêmes le nient. Alors, pour la question des implications et surtout sur le plan diplomatique, il faut dire ici très 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 clairement que la question des ressources minérales du Congo est tout à fait centrale. C'est très important. Ce n'est pas ailleurs au Congo que l'on se bat ou que l'on se dispute. Eh bien, c'est bien dans cette région très minière qu'il y a beaucoup de richesses, des richesses qui marchent très bien dans la globalisation actuelle, surtout avec des matériaux dont on a besoin pour les nouveaux appareils que nous utilisons tous, nos tabloïds, nos téléphones, nos télévisions, etc. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que il y a dans cette affaire beaucoup de drames et de tragédies. Regardez ce qui se passe avec l'Afrique du Sud. Il y a une chose qui est de développer une théorie de du panafricanisme, de l'appui de l'Afrique, etc. Il y a une autre chose qui est d'accompagner cela avec des moyens véritablement opérationnels. Or, les troupes sud-africaines ont connu beaucoup de dégâts et des pertes assez humiliantes. Et en Afrique du Sud, cela cause déjà un véritable petit séisme politique. Il y a aussi d'autres troupes, des troupes d'Afrique australe. Il y a l'opposition entre la SADC et les pays de l'Afrique de l'Est. Et je suis d'accord avec le professeur Kabamba. L'option militaire pour le Congo n'était pas la bonne. Il fallait trouver un moyen de négocier avec le M23 et les autres. Mais je dis encore à ma sœur Boyana que ce n'est pas parce qu'un chef d'État a été insulté ou menacé qu'il faut, n'est-ce pas, se donner le droit de peut-être abuser de la souveraineté territoriale et nationale d'un pays. Ce qui a été vrai et ce qui est vrai pour l'Ukraine devrait être vrai pour la République démocratique du Congo. Absolument. Boyana Coulibaly va pouvoir réagir dans un petit moment, mais s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite de Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats? Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, une édition enregistrée le mercredi 29 janvier 2025. Après une escalade militaire et diplomatique de quelques semaines, la ville congolaise de Goma a été le théâtre d'une offensive éclair menée par des soldats rwandais et le groupe armé antigouvernemental M23 qui s'était déjà emparé de la ville fin 2012 avant d'être vaincu militairement. Goma est la capitale de la province du Nord Kivu, riche en ressources naturelles et notamment en minerais. Merci infiniment pour les nombreux commentaires postés à ce sujet sur la page Facebook de VOA Afrique. Voici deux d'entre eux. Domitien Biela de Kinshasa, RDC. Tant que la RDC aura des richesses dans son souterrain, l'option de paix totale et durable reste à débattre. Bachirou Tiniegré de Ouagadougou, Burkina Faso. Si j'étais le président congolais et devais signer un pacte avec le diable pour défendre ma patrie, je l'aurais fait. Et voilà pour ces commentaires. Sans plus tarder, nous retrouvons nos invités. Dr Boyana Coulibaly, analyste du discours sur les conflits en Afrique. Elle est basée à Boston, dans l'État américain de Massachusetts. Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Et de New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de 3 présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Bob Kabamba, peut-on parler d'un affrontement direct entre la RDC et le Rwanda? Ce conflit risque-t-il de dégénérer en une guerre ouverte entre États dans la région des Grands Lacs? Parce qu'on attend le discours de Félix Tshisekedi dans les heures qui vont suivre, où nous pensons qu'il a déjà épuisé toute une série de mesures classiques qu'il a dû annoncer depuis quand même le début des affrontements. Et donc il reste la dernière option qui lui reste en termes de décision. Ça serait une déclaration de guerre contre le Rwanda. Et s'il fait la déclaration de guerre contre le Rwanda, nous entrons dans une autre dimension qui serait à ce moment-là une guerre étatique entre d'une part le Congo et le Rwanda, et avec comme implication qu'on a déjà du côté du Burundi qui a déjà envoyé des troupes au Congo. Effectivement, nous avons un risque d'une guerre, non pas une guerre bilatérale, mais une guerre bilatérale avec l'implication de plusieurs pays. Il ne faut pas non plus oublier le rôle de l'Ouganda qui joue aussi un rôle central dans ce conflit. Est-ce que l'Ouganda a une coopération bilatérale militaire avec le Congo? Maintenant, avec ce qui s'est passé à Kinshasa et avec le saccage de l'ambassade de l'Ouganda au Congo, cela pourrait changer les choses et amener une autre dynamique où on aurait le front Est qui pourrait entrer en action contre le front Sud. Quand je dis le front Est, c'est-à-dire East African Community, et de l'autre côté, le front Sud, ça veut dire là, à SADC, où on a déjà aussi des troupes qui sont sur le terrain. Mais je ne pense pas que l'on va arriver à ce niveau-là, d'autant plus que tous les pays qui seront amenés à pouvoir engager des troupes sur le territoire congolais, il y a quand même la dimension de politique interne dans chaque pays qui intervient, comme on vient de le souligner par exemple pour l'Afrique du Sud, où effectivement la mort des militaires sud-africains pose déjà des problèmes au niveau interne, et cela pourrait se passer aussi pour d'autres pays qui seraient amenés à pouvoir être impliqués sur le territoire congolais. Souvenez-vous aussi, dans le cas des troupes kenyanes, on a eu aussi la même logique, où effectivement le déploiement des troupes kenyanes ont eu aussi des répercussions sur le régime kenyan, avec les élections qui ont eu lieu et avec la défaite justement du candidat soutenu par Uhuru Kenyatta. Oui. Boyana Coulibaly, peut-on imaginer une solution militaire à cette crise, ou seule une issue diplomatique permettra-t-elle de rétablir la paix dans l'Est de la RDC? Voilà pour cette question, et j'imagine que vous voulez évidemment réagir à ce que disait tout à l'heure Jean-Victor. Oui, tout à fait. Et réagir à ce que mon copanaliste, M. Nkolo, a dit tout à l'heure, me permettra aussi de répondre à cette question. Sur l'accusation contre le Rwanda de pillage des minerais est une diversion des problèmes de
gouvernance, des problèmes de pillage qui existent. Il s'agit en effet de pillages qui se passent surtout dans le Katanga. Et vous imaginez qu'entre le Rwanda et le Katanga, il y a plus de 1000 kilomètres. Et que si on avait vu des Rwandais venir piller quand même des minerais qui sont très difficiles à transporter, on l'aurait su jusque-là. Si on accuse le Rwanda de piller le coltan, une fois de plus, le coltan est dans le Rubaya. Le Rubaya, on parle ici de 10 heures de route. Une fois de plus, on aurait vu des avions qui débarquent, qui viennent embarquer du coltan, qui, une fois de plus, n'est pas un petit minerai comme on transporterait du diamant. Donc, ce genre d'accusation, c'est vraiment une stratégie de diversion. Si, après, on commence à accuser le M23 de piller les minerais, il faut quand même savoir que pendant 2 ans, le M23 est resté dans le Bunagana ou dans la région du Rutshuru, ne s'est pas déplacé jusqu'à Rubaya. Rubaya était aussi pillé et occupé par des entreprises extérieures, suisses, chinoises, etc., qui ont fait que les FDLR qui étaient sur place étaient ceux qui mettaient en place une forme d'insécurité. Le M23 est venu dans le Rubaya pour pouvoir libérer la population qui était sous emprise par ces groupes armés, surtout qui mettaient en place un système de terreur et de violence. Les enfants étaient dans les mines. Le M23 a communiqué plusieurs fois en disant que ils ont sorti les armes de ces mines, ils ont sorti les enfants de ces mines, ils ont sorti les femmes qui étaient victimes de violences, et que donc il n'y a aucune preuve tangible en disant que le Rwanda pille les minerais. Oui, il y a en fait une guerre entre la Chine et les États-Unis qui se fait au Congo pour des questions de minerais, mais accuser le Rwanda de ça est effectivement pas faisable. Il faut une solution politique, et justement il ne faut pas de ce genre d'arguments de diversion ou de tactiques de diversion, puisque le M23 défend surtout la population qui est persécutée, les problèmes de gouvernance, les problèmes de corruption et justement le pillage qui ne bénéficie pas les Congolais. Oui. Le temps nous fait défaut. Jean-Victor, rapidement, malheureusement, ça file. Quelles conditions sont nécessaires pour une paix durable dans cette région? La démilitarisation du M23 et le retrait des forces rwandaises suffirait-il à stabiliser la situation? En 2 mots. Ce serait un début. Je dois dire que je n'ai pas accusé qui que ce soit de pillage. J'ai parlé de l'implication des militaires rwandais. Cela a été déclaré et confirmé par pratiquement tous les pays qui ont parlé au Conseil de sécurité dans les 3 derniers jours. Je ne parle pas de pillage, je parle de l'implication militaire. Il est logistiquement impossible d'avoir le M23 arriver à Goma avec tout ce qu'on a vu comme équipement, avec tout ce qu'on a vu comme armement, sans qu'un pays les aide. Et quel est ce pays-là? C'est cela la question. La solution, à mon avis, est un peu celle-là. C'est peut-être pas une solution complète ou idoine, mais c'est un début de solution. Il faut un arrêt des hostilités, il faut le retrait des troupes étrangères, notamment des troupes rwandaises, un arrêt de tout soutien au M23 et un début des pourparlers dans la maison congolaise entre le président Tshisekedi et tous les enfants du Congo, qu'ils soient Banyarwanda, autres ou qu'ils soient des sympathisants du M23. Un programme de 30 minutes ne suffit pas, nous allons y revenir. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos 3 invités, Boyana Coulibaly, Bob Kabamba et Jean-Victor Nkolo. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Merci.